Radio TLA, le 19h. Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro du 19h. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux évolutions des pratiques professionnelles dans le milieu de la culture. Quelles évolutions sont apparues ces dernières décennies? Pour répondre à cette question, nous interrogerons celles et ceux qui participent à la vie des lieux culturels. Leurs métiers sont variés, ils sont programmateurs, chargés de production, techniciens, interviennent dans le champ de la communication ou des relations avec les publics. Tous ont su s'adapter à des nouveaux usages et des nouvelles pratiques pour évoluer et faire apparaître de nouvelles façons de travailler. Nous recevrons Jean Bourbon, consultant en médiation culturelle, Anne et Nathalie de l'équipe du TLA et Marie Châtaignier, professeure de danse au Conservatoire de Tremblay. C'est le 19h de Radio TLA et c'est parti. Radio TLA. Pour commencer, nous recevons notre invité. Bonjour Jean Bourbon. Bonjour. Jean, vous avez eu une carrière très riche et variée que vous avez commencé en tant que professeur d'EPS avant de travailler à la DRAC Île-de-France, la Direction régionale des affaires culturelles, où vous étiez chargé de mission pour le développement culturel pour les départements de Seine-Saint-Denis et de Seine-et-Marne. Vous rejoignez d'ailleurs la ferme du Buisson, l'une des deux scènes nationales du 77, située à Noisiel. Vous y étiez secrétaire général. Par la suite, directeur des publics au 104 à Paris et enseignant à l'université Paris 8 ou encore à Marne-la-Vallée. Vous êtes aujourd'hui consultant en médiation culturelle et toutes ces expériences nous amènent à notre première question, Anne. Oui, bonjour Jean. Pouvez-vous revenir avec nous sur ce parcours et nous dire quel a été votre cheminement vers la question des publics et de la médiation culturelle? Et pensez-vous qu'un parcours comme le vôtre puisse encore se faire de la même façon aujourd'hui? Bonjour Anne, bonjour tout le monde. Bonjour aux auditeurs aussi, aux auditrices. Cette première question est contenue dans tout ce qu'il y a entre EPS, dont on ne sait pas trop ce que ça veut dire, alors on va aussi préciser, éducation physique et sportive, en général on dit prof de gym, comme ça tout le monde comprend. EPS et DRAC, donc DRAC c'est un acronyme aussi, c'est la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France, donc le ministère de la Culture en région Île-de-France. Tout est raconté dans ce qui n'est pas dit là, et ce qui est normal, entre le moment où j'étais prof de gym dans un lycée à Paris et le moment où je suis arrivé à la DRAC Île-de-France, donc la quinzaine d'années entre les deux quand même. C'est que j'ai toujours voulu être prof de gym parce que j'appréciais le rapport d'éducation, le rapport au corps, le rapport à ce qu'on appelle la physicalité, le rapport d'éducation, le rapport à la performance aussi, mais en m'interrogeant aussi sur le sens de la performance. Et très vite, comme enseignant de PS, je me suis rendu compte que le but, ce n'était pas forcément que les élèves soient le plus performants possible, à savoir qu'ils sautent le plus haut en hauteur, ou qu'ils sautent le plus loin en longueur, ou qu'ils jettent le plus loin le poids ou quoi que ce soit, mais plutôt de voir comment ils arrivaient à prendre en main leur propre évolution, leur propre apprentissage, d'une part par la coopération au sein de la classe, donc la coopération du groupe n'est pas un groupe passif qui va exécuter ce que je demande de faire, mais plutôt qui contribue au contenu même et à la façon de le déployer, et en même temps de dire que pour un élève, peut-être que sauter à 1,10 m en hauteur, c'est un exploit, alors pour un autre, 2 mètres, c'est rien. Donc le chiffre, la performance n'est pas bonne en soi, ce qui compte surtout, c'est de donner les moyens à chacun de s'émanciper de sa condition et de grandir dans son évolution et corporelle et intellectuelle. Donc très vite, le fait de faire des pratiques sportives m'a amené à réfléchir sur qu'est-ce que c'est que l'éducation et qu'est-ce que c'est que l'émancipation et qu'est-ce que c'est que le fait d'être ensemble dans un espace et de coopérer pour que tout le monde, collectivement et individuellement, on puisse grandir, s'améliorer et s'émanciper. Et de fait, tout était posé dès ce moment-là. Naturellement, à cette époque-là, on était encore largement avant la question de ce qu'on appelle maintenant l'éducation artistique et culturelle, mais très vite, il m'est apparu que, étant à Paris en plus, le rapport au corps ne se jouait pas que dans les stades et dans les gymnases, mais aussi sur les scènes. Et donc, j'ai tout de suite amené mes élèves, notamment un groupe dans ce qu'on appelle l'association sportive, qui était une association non sportive, de danse ou d'exploration autour de la danse. Alors, je n'étais pas du tout danseur. J'ai amené ce groupe-là voir de la danse, voir Caroline Carlson, puis le Bolus Dance Theater, Momix, tout ça, plein de choses comme ça, parce qu'il me semblait nécessaire que
le rapport au corps ne soit pas uniquement un corps performatif, mais un corps expressif. Donc voilà, il y avait deux axes, la découverte du rapport au corps qui dépasse la question sportive et qui va vers la question des expressions et de la création, et de l'autre côté, la question de la coopération propice à l'émancipation. Tout ça a fondé ma dérive, je dirais ma lente dérive latérale, c'est-à-dire entre le fait de passer depuis prof de gym jusqu'au 104 à la fin de ma carrière professionnelle et consulting maintenant. Voilà. Merci Jean. Pendant votre carrière, vous avez pu observer de nombreuses évolutions des pratiques professionnelles, notamment dans le champ de la médiation culturelle, avec l'apparition d'enjeux de plus en plus forts sur la question des territoires et des liens à tisser avec les habitants et les artistes. C'est également un domaine qui s'est structuré avec l'apparition d'un grand nombre de formations universitaires. Pouvez-vous nous partager votre expérience de ces évolutions et nous dire pourquoi, selon vous, la médiation culturelle est devenue une des entrées principales dans la formation des professionnels des arts et de la culture ? Vaste question, je ne suis pas sûr d'y répondre, mais peut-être faut pas part d'un sentiment lié à mon vécu. Mon vécu est très simple, donc mon vécu professionnel, je vous en ai parlé, mes interrogations dès les années, fin des années 70, s'est posé comme ça aussi, et ce qui m'a amené finalement à dériver, parce qu'à un moment donné, j'ai arrêté le fait d'être prof de gym pour passer à autre chose. C'est-à-dire franchir la barrière et puis aller interroger cette question de la coopération, cette question de l'émancipation ailleurs. Et donc, j'ai dû mettre les pieds à la fois dans l'institution. J'étais à la DRAC, mais auparavant, j'étais aussi dans un rectorat, donc de mesurer un peu les deux côtés de la plaque sur la question de comment l'État et comment l'institution accompagnent cette évolution de l'école et cette évolution du rapport entre culture, art et population. Et puis après, dans un lieu, comme la ferme Buisson, le 104, mais auparavant le théâtre de Chelles, tout ça m'a amené à réfléchir à qu'est-ce que c'était que le rôle d'une médiation entre. Alors, je vais poser un peu la carte dans la topographie que chacun peut se faire de ce que c'est que le rapport d'un lieu culturel à son public. Je ne parle pas de territoire pour l'instant, mais de public. La réflexion classique, c'est de dire j'ai une programmation, voilà, dont je pense qu'elle est intéressante et à découvrir, et on va recruter des professionnels, donc ce qu'on appelle des relations avec les publics, pour exercer la médiation et attirer un public pour venir voir quelque chose dans un espace esthétique qui est un lieu, donc là pour le coup du spectacle vivant, donc découvrir au plateau des créations chorégraphiques, du théâtre, du cirque, de la magie nouvelle, tout ce que vous voulez. Et je me suis tout de suite interrogé, quand j'étais sur ce terrain-là, concrètement, avec une programmation à défendre et puis un territoire dans lequel il y avait des publics, sur le fait que c'était quand même quelque chose de très limité comme pensée, parce que si le boulot de médiation consistait uniquement à dire il y a une programmation et je vais rencontrer des publics organisés en groupes scolaires, associatifs, dans les centres sociaux, dans les groupes d'habitants, dans les groupes de spectateurs, pour faire qu'ils viennent voir des spectacles, j'avais le sentiment très rapidement de quelque chose de très incomplet sur ce qu'ouvre un lieu culturel, un espace esthétique au sein d'une ville ou d'un territoire. Résumé uniquement au fait linéaire de faire venir des gens de chez eux ou de leur identité collective dans un lieu pour prendre des billets et voir un spectacle, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante, loin de là, parce qu'on oublie tout ce que ça met en mouvement dans les représentations qu'on se fait du rapport à la création à l'art, du rapport qu'on se fait des uns par rapport aux autres, et de l'idée même qu'on se fait de qu'est-ce que c'est que vivre dans le territoire où on est. Donc, très vite, je me suis interrogé sur cette notion de médiation, pour dire si mon rôle de médiateur, c'est uniquement vendre des billets pour des groupes, pour qu'ils viennent voir des spectacles, avec autour un peu d'accompagnement pour qu'ils comprennent bien ce qu'on leur propose et après qu'ils rentrent chez eux, j'avais le sentiment de remplir des cases et mon boulot n'est pas un boulot de logistique, c'est pas remplir des cases, mon boulot c'est plutôt de travailler à l'utilité sociale collective d'un espace esthétique au sein d'un territoire. Donc ça m'a amené à prendre en compte la réalité, comprendre la réalité territoriale, c'est-à-dire comprendre où ce lieu est implanté, se mettre à la place des usagers au sens large du terme,
J'entends par usagers les habitants, ceux qui sont de passage, ceux qui travaillent, ceux qui constituent finalement le territoire, pour voir comment un espace esthétique, je dirais même plus un abri esthétique, peut rentrer dans le concert des actions locales avec les autres acteurs qui agissent sur le territoire, les acteurs du milieu éducatif, les acteurs du milieu social, associatif, l'ensemble des énergies qui sont soit dans le service, soit dans l'activité, pour voir comment, dans ce concert-là, rentre l'équipement culturel. Non pas comme l'endroit où on sort de là où on est pour aller voir autre chose, mais pour faire entrer dans le cercle, dans une sorte de ronde, un peu, une sorte de danse collective, appliquée au fait que, par le fait d'aller voir des spectacles, par le fait de s'en parler, par le fait de construire des actions, par le fait de se déplacer du lieu vers les autres lieux, et de coopérer non pas uniquement le lieu avec chacun des partenaires, mais le lieu avec les partenaires, chacun définissant finalement son trajet par lequel passer pour finalement construire ses propres actions, alors on rentrait dans quelque chose de beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche, qui crée les conditions d'un dialogue extrêmement utile socialement, parce qu'à ce moment-là, la question de l'art, qui est la question d'origine, la programmation, va permettre d'aller questionner, provoquer de façon sensible notre façon de vivre, notre façon de nous représenter, notre façon de se représenter les autres, notre façon de se parler, et donc là, de construire du commun, une communalité, un espace commun sur un territoire finalement où la proximité devient l'endroit de l'échange, et le centre culturel, on prend souvent ce terme de centre culturel, n'est plus un centre, est un des éléments de la périphérie, et c'est sur les périphéries que se construisent les choses, et on met en commun tout ce qu'on a en commun au milieu de cette périphérie. Voilà, c'est ça un peu la pensée qui a résumé toute ma... Alors j'arrive au bout de ma carrière, donc forcément c'est plus formulé qu'au début, mais au début j'avais déjà ce sentiment qu'on ne pouvait pas se contenter de la consommation culturelle, qu'il s'agissait vraiment de coélaborer, de coopérer, de développer les interdépendances, les interrelations, et que l'enjeu, c'est la relation. Et que donc la médiation, ce n'est pas un acte linéaire qui fait que je suis là pour vous aider à venir vers là et vous aider à comprendre ça et rentrer chez vous heureux d'avoir été rempli, mais plutôt d'être dans un milieu dans lequel on joue le rôle d'intermédiateur, d'être catalyseur d'une réalité avec d'autres, qui permet de construire une réalité collective qui aboutit à terme à un sentiment peut-être plus partagé et plus riche d'être un usager, d'un habitant d'un territoire. Mais je ne mets pas l'habitant en premier. Voilà, je ne veux pas résumer les gens à leur statut d'habiter, d'être élève, d'être employé, mais non, d'abord on est des usagers et des personnes, et à partir de cette façon de travailler, de donner la chance à chacun de pouvoir se représenter au-delà de leur propre cercle de vie. Merci Jean Bourbon d'avoir répondu à nos questions, et on rappelle que vous êtes aujourd'hui consultant en médiation culturelle. Nous recevons maintenant Nathalie du TLA. Bonjour. Bonjour. Nathalie, tu es directrice des projets artistiques et du développement, responsable danse et cirque. Qu'est-ce que t'évoque cette intervention de Jean Bourbon ? Alors oui, effectivement, c'est passionnant ce que dit Jean Bourbon, jusqu'à cette notion d'ajustement qui fait partie de notre relation à l'autre dans nos métiers et qui en fait tout le sel. Et ce que je retiens de son témoignage, c'est comment nos lieux se sont saisis de la question du territoire et qui a considérablement changé la notion de relation au public depuis ces 20 dernières années. Par exemple, un outil de relation publique qui était très utilisé quand moi j'étais jeune fille, mais qui m'a fait rentrer dans les théâtres, ça a été de faire des stages avec les chorégraphes, puisque j'étais pratiquante amateur. Alors c'était formidable de pouvoir partager les savoirs théoriques et techniques des danseurs, mais aujourd'hui, on se rend compte que nos théâtres ont choisi de s'adresser à tout le monde, à tous les habitants, dans leur capacité à pouvoir vivre une expérience de l'art et de faire cette expérience différemment et au contact direct avec les artistes. Ça veut dire aujourd'hui raisonner non seulement en termes de projets, y compris d'ailleurs avec les conservatoires. On verra plus tard dans l'émission comment des projets au long cours dans des établissements spécialisés peuvent décaler l'approche artistique, mais aussi en termes de partage sensible qui place chacun d'où il se trouve dans une expérience de l'art à la fois intime, individuelle et au service d'un projet collectif et d'une rencontre surtout. Anne, toi, non seulement tu as été formée à la médiation,
Mais tu as vécu cette chose-là au TLA à ton arrivée en 2014. Oui, tout à fait, Nathalie. Quand je suis arrivée, j'ai suivi un projet qui s'appelait le projet Figure Libre, qui était un projet théâtre et danse mené par la compagnie Les Sans Coups et des structures du champ social. Ce qui était très intéressant dans ce projet, alors d'une part, c'était déjà ma place, puisque je participais au projet au même titre que tous les autres participants du groupe, mais surtout, ce projet engageait également la participation des médecins, assistantes sociales, auxiliaires de puéricultrice et leurs usagers qu'ils rencontrent au quotidien. Donc tout d'un coup, il s'agissait de faire groupe tous ensemble. C'était vraiment une autre façon d'entrer en relation aux partenaires et aux habitants par le biais du jeu. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on a repensé, renommé nos métiers, où en fait, dans l'équipe Action Artistique, on se nommait relations avec les publics, on était chargé des relations avec les publics, et donc on a évolué vers un autre nom qui était chargé des actions artistiques et du développement territorial, qui finalement, voilà, pour dire que la question des relations au public était quelque chose qui était partagé, infusé dans tout le théâtre, aussi bien avec l'équipe de la communication, administration, technique. Donc du coup, pour nous, il s'agissait vraiment de marquer nos missions sur nos relations aux habitants et aux artistes dans la mise en œuvre de projets pour aussi bien faciliter la rencontre avec l'œuvre, mais aussi et surtout pour permettre l'émergence d'une expérience sensible singulière, d'un processus de création collectif, sans que rien ne soit écrit à l'avance, sans savoir quel résultat, parce que ce qui compte à la fin, ce sera le cheminement individuel et collectif. Absolument. Et plus récemment, Anne, on pense à un projet, Imagine, qui est devenu cette saison Voilà les femmes, qui propose de rassembler des femmes. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce projet ? Oui, bien sûr. Alors, le projet Imagine, c'est un projet qui est né d'abord au CND, donc au Centre national de la danse à Pantin, il y a 4 ans. Le thème de ce projet, enfin les 2 thèmes centraux du projet, c'était le soin et les représentations du corps de la femme, avec l'idée de se faire croiser les pratiques somatiques et la danse, et ça sur 4 villes en Seine-Saint-Denis, dont Tremblay en France, dont on était partenaire, nous, depuis le début du projet. Donc ensuite, chaque structure rassemblait un groupe de femmes de tout âge, toute origine, pour participer à un projet dont les structures en fait étaient communes à toutes les villes, c'est-à-dire un projet long avec des actions du coup de projets qui duraient toute la journée, avec le matin un temps concentré sur la pratique chorégraphique, enfin en tout cas en présence d'une chorégraphe, un déjeuner partagé tout ensemble, et l'après-midi, un temps avec des pratiques somatiques ou bien des interventions plutôt de philosophes, sociologues ou des sorties au musée. Donc en fait, à partir de ce cadre-là, la chorégraphe, la médiatrice sont dans un dialogue constant sur les contenus du projet et ses ajustements en fait tout au long. Donc ce qui était très intéressant dans ce projet, c'était donc la posture aussi de la personne qui accompagnait ce projet. Donc je parle de médiatrice, pas de médiateur, puisqu'en tout cas dans cette expérience-là, on n'était que des femmes. Elle était également participante. Donc en fait, c'est un projet qui vraiment mutait en permanence, malgré le cadre qui finalement était très, très établi. Les femmes changeaient, les chorégraphes changeaient, les pratiques changeaient, et en fait les modalités de rencontre avec les autres groupes changeaient aussi en permanence. Donc c'était vraiment ça qui était passionnant dans ce projet. Et c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on veut continuer avec le projet Voilà les femmes, avec Mélina Boubetra en 2021. Et si je puis me permettre de rajouter, dans l'évolution aussi de nos pratiques, on est vraiment sorti de la question du one-shot et on pense vraiment en termes de projet. Et si on arrive à le faire aussi, c'est parce qu'on a un outil qui est essentiel pour nous, qui est la résidence. C'est-à-dire que les artistes, ils viennent sur du long cours, il y a tout un cheminement avec eux, ils posent leurs valises à Tremblay. Et il n'y a que comme ça qu'ils peuvent ainsi déposer
la danse dans nos corps et dans nos imaginaires. Merci Anne et Nathalie, et on retrouve les vidéos des projets dont vous parliez sur notre site internet théâtre-louis-aragon.fr. Nous sommes maintenant sur le territoire avec Marie Châtaignier, professeure de danse au Conservatoire de Tremblay. Elle nous fait part de son parcours et des évolutions des pratiques qu'elle a pu constater ces dernières années. Écoutez. Bonjour, je m'appelle Marie, je suis professeure au Conservatoire de la ville de Tremblay, tremblaysienne depuis toujours. J'ai enseigné donc dans une association au Cottage, puis ensuite au Centre social Louise Michel, et le théâtre Louis Aragon a toujours fait partie de ma vie en tant que spectatrice et habitante de la ville, puis ensuite élève au conservatoire et maintenant au fil des années en tant que professeure. J'ai vu l'évolution du théâtre puisqu'effectivement j'ai toujours poussé mes élèves à aller voir des spectacles de danse car je trouve que le théâtre c'est une magnifique salle. Donc j'ai vu l'évolution effectivement puisque il y a un peu plus de 10 ans de ça, on était plus consommateurs dans les spectacles. C'était très bien déjà à l'époque de pouvoir voir des spectacles de qualité, mais maintenant il y a un véritable échange, une évolution et puis les élèves peuvent échanger avec les artistes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, d'essentiel, je trouve, de nos jours puisqu'ils peuvent participer à l'évolution de création, enfin participer en tant que spectateur, c'est-à-dire comprendre l'évolution du choix du chorégraphe sur la musique, sur des éclairages, sur tout ce qui va faire un spectacle. Et puis souvent, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit une création au théâtre Louis Aragon. Donc certains élèves, comme par exemple pour Hamid Benmaï, ont été voir les créations au théâtre et puis après sont allés voir sur la Villette ou sur d'autres choses, des spectacles et ont pu voir une évolution et voilà. Donc ça, je trouve que c'est vraiment essentiel. J'espère que les élèves, s'en rendent compte, parce que c'est une chance et c'est ça qui nourrit les artistes, enfin les artistes en herbe. Et pour terminer, on a demandé à Marie de ses multiples collaborations avec de nombreux artistes qui sont intervenus, les 3 rencontres qui l'ont particulièrement marquée. Hamid Benmaï parce que, il y a eu tellement d'échanges, au fur et à mesure des années avec Léon Stapp à l'époque. Et puis après il y a eu aussi, Hiroaki Umeda avec sa tête, qui pivote dans tous les sens et on a l'impression qu'elle s'arrache. Et et puis il y a Amada Dianor. Voilà, c'est vraiment les je dirais les 3 échanges, et les ateliers du coup que mes élèves ont eu la chance d'avoir dans les cours, qui m'ont vraiment laissé des traces puisque, c'est des choses dont elles me parlent encore. Et au conservatoire, les cours continuent en visio et sur un blog dédié que vous pouvez retrouver en ligne. Ça se passe sur odéondance.wordpress.com. C'est la fin de cette édition du 19h de Radio TLA. On remercie Jean Bourbon, Anne, Nathalie, Marie Châtaignier, ainsi que toute l'équipe qui a participé à la réalisation de ce numéro. On vous dit à demain 19h et d'ici là, on se quitte avec la Yes We Dance de Sédou Boro. Tiens kana tuguluko, kana tugulu.